Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette quatrième et avant-dernière partie de la grande preview Dunk Hebdo de la saison 2021-2022. À l'intérieur de cette immense preview, aujourd'hui, on va faire la deuxième partie à propos de la conférence Est. Et pour en parler, on est trois aujourd'hui. D'abord, le responsable de ce débat un peu lunaire sur Isaiah Stewart, qui a pris 10 minutes dans l'épisode précédent, c'est Madiane. Comment ça va, Eh Madiane? ben ça va. Et c'est toujours des débats intéressants de est-ce qu'on paye ou pas les pivots. Les Suns sont en plein débat là-dessus. Ouais. Et ils l'ont limite clos, je pense, le débat, et on n'était pas tous d'accord là-dessus. On a eu l'occasion d'en parler un peu dans un space, on vous en reparlera. Et puis, aujourd'hui, on a un programme assez dense parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont jouer gros, qui visent les playoffs, donc c'est peut-être pas de son goût, ça vise moins la draft, mais il est quand même là, c'est Alan. Comment ça va, Alan? C'est vrai, c'est moins, ça m'intéresse moins. C'est moins mauvais, c'est moins Il y a jeune, une mais équipe qui attire ton attention. toujours. Là, tu m'a un peu énervé dernièrement. Mais ouais, c'est là. Salut les gars, salut à tous. Très bien. Et bien du coup, comme je vous l'ai dit, on va s'attaquer aujourd'hui aux 8 dernières équipes qui nous manquent pour compléter ces previews sur les 30 équipes NBA. La semaine prochaine, on fera une preview un peu plus généraliste. On parlera des trophées, mais aussi du titre notamment. Avant ça, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter notamment, où on a fait mardi soir, c'est ça, un space. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un space, c'est l'occasion de discuter, prendre la parole avec nous et discuter. On va essayer de le refaire pendant la saison. Donc, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter. Et puis, vous le savez, on a la chance cette année d'être le partenaire du League Pass. Vous pouvez trouver un lien dans la description. Le League Pass, c'est donc la possibilité de regarder les matchs NBA en direct, en différé sur toutes les plateformes. Vous pouvez, en passant par ce lien, aussi profiter de l'essai gratuit pendant 7 jours. Et puis, les gars, je me suis dit, je fais tout le temps la même pub du League Pass, qu'est-ce que je peux rajouter? Le League Pass, c'est aussi la possibilité de travailler vos langues étrangères. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut penser à l'anglais. Mais quand on regarde avec le League Pass, on a toujours des petites options pour Mhm. regarder avec d'autres langues. Et moi, donc, le Netbucks, je me le suis fait avec la télé coréenne. Je peux vous dire que ça rajoute un petit peu, ça rajoute un petit piment supplémentaire assez incroyable. Je crois pas que ça va m'aider pour mieux maîtriser la langue, mais en tout cas, le League Pass peut être meilleur que Babbel aussi, hein, Mhm. pour apprendre les langues. Du coup, le lien est dans la description. Fini de blablater, on marque une petite pause et puis on démarre avec les Hornets. Du lourd, du très très lourd, je vous l'ai dit, aujourd'hui la plupart des équipes dont on va parler visent les playoffs et ça commence avec les Hornets. On débute avec une question de Tom. Pour rappel, à chaque fois on va essayer de répondre à deux questions vis-à-vis de chaque équipe traitée. On part dans l'ordre inverse des équipes, non pas de la ville mais du nom de l'équipe. Donc ici, les Hornets. Question de Tom, 22e attaque et 20e défense l'an passé. Les Hornets peuvent-ils être top 15 d'un des deux côtés du terrain cette saison? Je sais que les Hornets, ça te hype, Alan. Alors, je vais commencer par toi. Est-ce qu'ils peuvent être dans la bonne moitié en attaque ou en défense? Ils ont beaucoup plus de chances de l'être en attaque, je pense. S'ils le sont, ça sera, ça en dira pas mal, je pense, sur la Melo Ball en fait. S'ils sont dans la première moitié de la ligue en termes de rating offensif, ça peut vouloir dire, avec la Ball qui se blesse pas et qui joue allez 75 matchs, 75 matchs, ça voudra dire que dès sa deuxième année, il est quand même une option assez viable à l'initiation en attaque. Ils vont avoir besoin de Rosier qui était pas là au premier match. C'est vrai que c'est un peu changé leur attaque et c'est un peu moins flamboyant. Si Rosier, Hayward et Lamelo jouent 70 matchs, je pense, je pense qu'ils peuvent être dans une des 15 meilleures attaques de la ligue. En défense, non. Même constat, Madiane. C'est plutôt l'attaque. Ils étaient 22e l'année dernière, donc c'était une moins bonne attaque qu'une défense, mais on peut penser à l'année dernière aux petits soucis de blessure, notamment Gordon Hayward, même si c'est récurrent. T'en penses quoi de cette question? Oui, clairement pour moi c'est l'attaque. Et d'ailleurs c'est un peu ce qu'on pouvait voir au fur et à mesure émerger. C'est-à-dire qu'on voyait des fois des gros matchs d'attaque qu'ils étaient capables de faire. Et la base est la même. Je pense quand même qu'on a un Lamelo Ball du coup qui va être dans sa deuxième saison. Sa première saison était tronquée. Euh, Hier, visiblement, il a montré de très belles choses. Euh, Honnêtement, oui, moi je me suis même montré confiant, c'est-à-dire que si ça roule comme ça doit rouler, je vois
pas de raison pour lesquelles il ne serait pas une top 15 attaque. C'est même pas c'est possible, c'est que pour moi, dans l'ordre normal des choses de leur saison, ils doivent l'être. Parce que de toute façon, défensivement, pour moi, ils seront pas au rendez-vous. Donc s'ils veulent gagner un minimum de matchs, il va falloir que ça se passe par l'attaque. Bah, comme je suis plutôt d'accord avec vous, autant parler un peu de la défense et pourquoi on n'y croit pas. C'est une équipe qui va jouer souvent assez small ball. Alors certes, ils ont mis Plumlee dans le premier match, je crois, dans le 5 titulaire, mais quand tu joues avec du PJ Washington en 5, dans un 5 small ball avec le banc, sachant qu'en plus, euh, certains des joueurs sur la base arrière peuvent réaliser les minima, mais il n'y en a pas de gros défenseurs. Je pense qu'effectivement, c'est une équipe qui se dirige vers un profil plus offensif. Et je pense que dans cette conférence Est-là, on va y revenir, c'est plutôt un bon pari, je pense, de parier sur les points. Parmi les joueurs, du coup, on peut passer à la deuxième question de cette équipe. On a Kelly Oubre, avec une question très marrante de Tom. Kelly Oubre va arrêter d'être juste la caution flow et enfin se remettre en route. Kelly Oubre a un peu de mal sur son premier match, 2/9. Rappelons quand même qu'il a manqué la quasi-totalité de la pré-saison. Il était blessé. Moi, j'ai 2 questions après cette question de Tom, les gars. Alors déjà, pourquoi cette intersaison, on a décidé de débattre du flow d'absolument tous les joueurs NBA? Je ne sais pas pourquoi. Et c'est quoi, en fait, aussi le vrai Kelly Oubre, en fait? Je me suis un peu posé cette question. C'est quoi? C'est entre le Kelly Oubre de Phoenix et le Kelly Oubre des Warriors. Parce que le Kelly Oubre de Phoenix, on est d'accord que c'est un peu fantasmique. Enfin, Complètement. Je pense aussi. Je pense que c'est un joueur qui fait surtout du catch and shoot, est un bon athlète en transition, mais n'est pas le shooter qu'il a montré par flash. Et c'est pas aussi le shooter du début de saison avec les Warriors l'an dernier qui a plombé tous ses pourcentages. Mais si c'est déjà un joueur qui met 35% de ses 3 points, c'est pas si négatif que ça. Donc, je pense qu'il va leur faire du bien parce qu'en fait, cette équipe des, moi, je la trouve, il y a beaucoup, elle est très très jeune à des postes assez clés en fait. C'est-à-dire que et les fans, je pense, vont demander peut-être parfois de voir les jeunes sur le terrain, les intérieurs notamment, parce que bon, si ta rotation c'est Plumlee, Washington et ils ont drafté un jeune dans le top 20 l'an passé, je pense qu'ils aimeraient bien les voir, mais ça va heurter ton équipe. Je pense qu'Oubre, ça peut être un, un catalyseur du banc, vraiment, parce que sur les ailes, hier soir, Cody Martin et Jalen McDaniels, ça me dérange pas, hein, mais c'est pas flamboyant, quoi. si tu vises les Non. playoffs, ouais, Tandis que c'est cool. Bridges, avec Gordon Hayward, et si tu as un bon Oubre, c'est déjà mieux. Madiane, c'est quoi pour toi, du coup, Kelly Oubre? Est-ce que c'est comme on l'a dit, ça se situe un peu entre ce bout de saison du côté de Phoenix, où c'est le meilleur Kelly Oubre qu'on ait vu, et ce début de saison un peu catastrophique avec les Warriors la saison dernière? Moi, j'en ai été très déçu en fait de Kelly Oubre et je pense que côté Warriors aussi parce qu'ils avaient mis très cher niveau taxe tout ce qu'ils avaient payé pour l'avoir et ils pensaient vraiment que ça les aiderait à passer un cap et enfin ça a été ça n'a pas été ce qu'ils escomptaient. Alors il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer ça, mais c'était vraiment moyen. Et au vu de son potentiel, c'est quand même un sacré athlète. Bon, je pense qu'à défaut de mettre ses tirs, parce que c'est pas vraiment un gros shooter, c'est un shooter qui va avoir ses séries, mais voilà, c'est dans la moyenne des shooters de la ligue, c'est ni fort ni pas fort, c'est vraiment très dans la moyenne. Il faut qu'il apporte un peu plus de tonus défensif. En fait, pour moi, ça doit être le gars qui aura ses options de tir parce que les défenses feront des choix de faire l'impasse sur lui sur des rotations. Et bon, s'il les met pas, en fait, ça deviendra de moins en moins grave s'il a d'autres apports sur le terrain, notamment du côté de la défense. Et moi, je pense que dans cette équipe où il n'y a pas spécialement le matériel, ce serait peut-être là où il pourrait avoir une bonne carte à jouer s'il s'y mettait. Mais je vais pas attendre de lui qu'il mette des tas de tirs et des tas de points parce que ça m'a pas l'air d'être la direction qu'il doit prendre. Puis aussi à noter, dans une équipe avec un Lamelo Ball en deuxième saison, voir des cuts, etc. de Kelly Oubre, ça peut être intéressant. Dans une équipe où, vous l'avez dit, ça peut partir en transition, ça peut jouer vite et où il peut trouver les espaces. Après, effectivement, petit bémol, ça n'a jamais été un très grand défenseur. Donc,
Je pense qu'en fait, s'il arrive à être dans ce milieu qu'on lui a prédit, ça serait déjà une très bonne chose pour ces Hornets qui sont, on l'a dit, peut-être un peu justes. On enchaîne, on reste dans la même division, on part du côté du Heat. Question de Tom, encore une fois. L'arrivée de Laurie va probablement bonifier Bam et Duncan dans le 5. Qu'attendez-vous de cette saison? Alors, vous attendez quoi du Heat cette saison? Je vais commencer par Alan. T'attends quoi? L'avantage du terrain à l'Est. J'attends collectivement l'avantage du terrain à l'Est et donc sur le plan statistique et sur le plan de l'équipe, j'attends qu'ils me montrent parce que moi je pense qu'ils sont trop top heavy, donc ce qu'on appelle, je trouve qu'ils ont sacrifié leur profondeur pour être très très bons tout en haut. Donc j'attends qu'ils fassent leur saison sans blessure parce que ils ont 8 joueurs de playoff, je pense, dans leur roster actuel. Alors s'ils arrivent tous en bonne santé et que Spoelstra arrive à bien coacher, ça le fera, je pense. S'il y a des blessés, j'ai un peu peur pour eux parce que je trouve qu'ils ont pas de profondeur et j'attends de voir cette année en fait est-ce qu'ils vont me sortir un ou deux joueurs qu'ils ont draftés, qu'ils ont développés dans leur équipe de G League ou quelque chose comme ça pour pouvoir les incorporer à leur rotation, ce qu'ils font bien depuis quelques années. Donc j'attends de voir ça va être qui cette année. Et toi, Madiane, au niveau de Bam et Duncan Robinson, t'attends quoi cette saison avec... C'est intéressant la question de Tom, l'arrivée de Laurie. Donc l'impact de Laurie sur deux joueurs du 5. En fait, je pense que oui, il va bonifier le 5 et je pense que du coup, il sera plus à même et je pense que c'est le sens de la question de Tom de les faire un peu plus briller. Ça va être plutôt ça son rôle et c'est finalement ce qu'il peut faire, Kyle Lowry. Ça va être un peu différent de Dragic, je trouve à ce niveau-là. Je trouve qu'il arrive plus à bonifier le collectif qu'un Goran Dragic, même si Goran Dragic reste un bon joueur. Moi, Goran Dragic, je le vois plutôt dans mes yeux comme un espèce de scoreur meneur qui a un peu d'organisation du jeu, mais c'est moins comme Laurie. Je trouve que Laurie a vraiment le côté patron du 5 et il organise l'attaque et c'est pour ça que ça avait marché notamment avec Kawhi et que Kawhi s'était très bien intégré, c'est parce qu'il était mis dans de bonnes conditions par un Kyle Lowry. Maintenant, oui, il va les bonifier, mais moi, elle me fait un peu peur cette équipe parce que je les trouve quand même limite. Laurie est quand même sur ses 35 ans, ils ont misé beaucoup dessus. Je suis pas sûr que ça va tenir énormément de saisons. Au niveau du tir, ils vont être très dépendants de Robinson, évidemment, mais aussi de la production d'un Tyler Hero. En fait, je les trouve très, très limites en fait, dans plein de secteurs. Donc, en fait, si ça se goupille bien, ils peuvent être très, très forts et très, très dangereux. Et je compte sur Kylori, mais imaginons que le poids de l'âge fait que Kylori n'a pas la contribution qu'on attend de lui. Moi, je dis qu'il y a peut-être danger sur cette équipe à un moment, et donc je trouve que ça va être vraiment un très bon baromètre de la saison. Si Kylori est bon, ils vont être très dangereux. Si jamais on se rend compte qu'il est limité et que c'est pas forcément le Kylori qu'on a vu ces dernières années parce que le poids de l'âge, ils peuvent vite devenir comme l'an dernier, c'est-à-dire rien ne va et ça ne tournera pas. Alors, je crois déjà voir où vous allez partir pour la deuxième question du coup. Mais on va répondre à... Je vais terminer sur la première. Je trouve que Kyle Lowry, ça va surtout leur permettre une chose, c'est peut-être de multiplier les paniers faciles. L'année dernière, ils n'avaient pas de panier facile en fait. Ils n'avaient jamais de panier facile. Chaque possession du hit, tu as l'impression qu'il fallait galérer pour mettre le panier. Et le système très bien huilé qu'on avait vu dans la bulle, c'était complètement... Enfin, il était rouillé pendant la saison régulière. Et je pense que c'est vrai qu'on on va en parler tout de suite. Hein. Ils ont un effectif qui est peut-être resserré sur le haut, mais ils ont l'avantage d'avoir dans ces joueurs du haut que des joueurs qui peuvent s'incorporer dans ce qu'ils veulent proposer. Je trouve quand même qu'on peut faire un semi-parallèle entre ce qui s'est passé dans le gros run, le titre des Raptors avec Laurie et ce qui peut se passer, je promets pas le titre au hit, hein, mais dans ce qui peut se passer dans le sens où il y a un peu une osmose collective et Laurie peut être un joueur qui va mener tout ça. Pour Bam et Duncan Robinson, Bam, je veux vraiment que Laurie lui offre des paniers faciles et surtout qui, grâce à Laurie, retrouve cette agressivité. Et vis-à-vis de Duncan Robinson, je pense que l'impact de Laurie existera, mais sera peut-être moins prégnant qu'avec
un BAM où la relation BAM-Laurie, je pense, peut permettre à BAM de vraiment exploser. Du coup, on glisse vers la deuxième question. Celle-ci, elle est de moi. Est-ce que selon vous, cette équipe du Heat, elle est plus proche je les ai appelés les mastodontes, en tout cas Brooklyn, Milwaukee, ou des outsiders, le reste des équipes à l'Est? Moi, T'entends quoi par ça? Parce que pour moi, ça dépend si tu me parles de playoff ou de saison régulière. Je te parle de Si tu playoff me là. parles de playoff, ils en seront très loin. Pour moi, Donc ils sont plus proches des pour moi, ils sont outsiders. proches des autres. En fait, je les vois dans les eaux de ce que peuvent être Boston, de ce que peut être Philly en fonction de ce qui se passe. Je je les vois plus. En fait, ils sont entre les deux. C'est vrai qu'ils cette sont, grimace. ils ont un avantage sur ces équipes-là, mais au-dessus, c'est le soleil. C'est vraiment très fort au-dessus. C'est vraiment pas leur faire injure que de dire ça, mais enfin, on parle quand même enfin, du champion sortant et du contender numéro 1 plus. Donc, enfin, t'es plus proche de Boston, hein. Il y a plus de chances que tu te fasses taper par Boston que tu tapes Milwaukee ou les Bucks au complet. Ah, je sais pas. Quand même, hein. Hum, Milwaukee ou les Moi, Bucks au complet, le hit les bat. Va falloir m'expliquer sans blessure vraiment ce qui s'est passé. Alors que Boston complet qui bat le hit complet, je peux l'entendre un peu plus. Ça, j'y crois pas une seconde. Eh ben moi j'y crois. Je trouve, pour moi, le Heat, si j'ai posé cette question, c'est que pour moi, en fait, le Heat, j'idéalise peut-être, mais ils sont un peu dans un no man's land entre le Milwaukee et Brooklyn qui sont au-dessus, je l'admets, hum, mais dans les équipes outsiders, dans cette conférence en Est, je vois des défauts, on en parlera à beaucoup d'équipes, là où eux, ils ont, premier avantage, ils ont un joueur ennemi du DH20, ils ont Butler qu'on a tous sauf Alan et ils ont Bam qui s'en rapproche fortement, sans compter un Kylori qui serait dans un DH 30-35. C'est la seule équipe qui a 3 joueurs parmi les outsiders comme ça. Quand tu prends Boston, le gap entre le joueur 2 et 3 est monumental comparé à ce qu'il y a Oui. du côté de Miami. Et ils ont en plus cette expérience parce que certes, il y a les petites touches Maurice, Oladipo et Laurie, mais c'est un groupe qui, globalement, c'est celui qui est allé en Non. finale NBA. Donc, ils ont cette expérience-là. Au Moi, complet du coup pour toi, au complet, le hit a plus de chances de taper Milwaukee que de se faire taper par Boston ou Philly. je les mets dans le no man's land. Pour moi, ils sont pile au Ok, milieu. Pour moi, ils sont vraiment. hum. ça peut s'entendre, Je les ça mets peut dans un s'entendre. groupe. Je les mets au-dessus de. Vous comprenez, Hawks, Celtics, etc. Moi, ils sont au-dessus. Hum. Ouais. Je suis un peu comme toi, Ben. Au début, moi, je pensais que le manque de profondeur, ça allait leur faire peut-être du mal en saison régulière mais ça allait être bien en playoff. Mais en réalité, Kyle Lowry et Jimmy Butler, Bam Adebayo dans ton 5 de départ à l'Est, normalement, ça t'assure, soir après soir de la qualité. Je pense. Après, voilà, moi, j'ai juste un peu de mal sur la profondeur de cet effectif sur la saison régulière où il y a tout le temps des blessures et tout ça, où, en fait, pour moi, un top 3 ou top 4 doit vraiment avoir, pour moi, je sais pas, 10, 11 joueurs, quoi, capables de vraiment pour la saison régulière. Et j'ai un peu plus de doutes. Mais en même temps, je fais confiance à leur staff, à leur coach de développement personnel, à Spoelstra, pour un petit peu, bricoler et faire des bonnes choses là-dessus. Après, Oladipo peut être un bon facteur X aussi. On sait pas lequel Oladipo on va avoir. Si le bas court de ton banc, c'est Tyler Hero, Oladipo, bah, même en saison régulière avec moins de profondeur, tu vas être bien. Donc, moi, je dirais que c'est la troisième meilleure équipe de l'Est. Mais je pense que contre les Nets et les Bucks au complet, ils peuvent pas gagner. Et ben après avoir parlé du hit, on va enchaîner avec les Hawks et on va enchaîner avec une question qui découle un peu de celle du hit. Probablement l'équipe la plus profonde pour la saison régulière en dehors des Nets, nous dit Tom, finira-t-elle dans le top 3? Ici, on parle de saison régulière. Donc, est-ce que ces Hawks-là peuvent finir top 3 saison régulière? Madiane, je te vois sourire. En fait, je dirais que j'aurais dit oui certainement si on était sur un même format quasiment que la saison dernière, où là la profondeur a énormément compté, le fait d'être en santé était très compliqué pour beaucoup de joueurs.
Là, j'ai l'impression que quand même, ça va être plus simple et donc du coup, c'est moins un facteur. Mais c'est vrai, il faut le noter, que la profondeur des Hawks, quand je l'ai re-regardée, elle est impressionnante. Même tu regardes un mec qu'ils ont signé vite fait, un TLC, il jouait, hein. Il jouait au Nets. Donc, enfin, même cette petite signature de rien du tout, je me dis, mais attends, lui aussi, il peut jouer. Et Dylan White, Gorgui Dieng, Chelsea, c'est des mecs du bout du monde qui jouaient l'an dernier. exactement. Et du coup, moi, je vois qu'ils peuvent être à 11, 12, 13 en fait. Donc, la profondeur est extrêmement impressionnante, clairement. Mais j'ai pas l'impression que ce sera un facteur si déterminant que ça sur ce format de saison. Donc, hormis surprise, je trouve qu'ils vont jouer l'avantage du terrain, mais un top 3, ça voudrait dire qu'il s'est passé quelque chose aux alentours, notamment du coup Heat dont on vient de parler ou Philly. On en parlera de Philly pour moi. Bref, vous verrez ma question pour Philly. Du coup, Alan, on sait que ces Hawks sont le berceau de ton ami Triangle. Est-ce que ça peut finir top 3 saison régulière? Je pense qu'on a tous compris que ça sous-entend derrière Bucks et Nets. La prunelle de mes yeux. Je pense qu'ils sont à la bataille, clairement. Clairement, pour moi, ils sont à la bataille pour 3-4. Franchement, ils ont la confiance de ce qui s'est passé l'an dernier. Je pense que ça va aider. Sous Macmillan, c'était une des meilleures équipes de l'Est. Quand il y avait eu ce changement, on avait fait podcast tous les trois, d'ailleurs, je crois, sur les Hawks mi-saison l'an dernier, où on commençait à se dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'un et l'autre. Il a réussi à débloquer John Collins un petit peu. Il a réussi ce qu'il a fait avec DeAndre Hunter qui vont récupérer, c'était super bien. Moi, comme je l'ai dit, ils sont super profonds. Il y a de tout en fait. Le niveau, tu auras toujours Trae Young ou ils ont Lou Will, hein. Lou Will en saison régulière, ça va aider. T'as Bogdanovic, Huerter, donc là c'est les 4 joueurs de ta base arrière. T'as DeAndre Hunter qui va revenir, et Collins c'est un très très bon joueur de saison régulière. Ils ont Capella qui est un très très bon joueur de saison régulière qui joue beaucoup de matchs en plus. Donc sans blessure, je pense que cette équipe-là, elle est super intéressante. J'ai oublié Danilo Gallinari qui est là aussi. Franchement, je les vois vraiment. Franchement, si aujourd'hui on me demande, je les vois vraiment un peu plus haut que les Boston, Indiana et tout ça. Et donc je les vois dans la même course que peut-être pas que Miami, mais que Philly et tout. Donc ils peuvent vraiment finir quatrième. Troisième, c'est chaud. Mais je pense qu'ils peuvent clairement viser l'avantage du terrain. Et leur banc va ouvrir tout ce qui bouge à l'est. Hein. Vraiment, leur banc, il y a une profondeur et il y a une qualité aussi. C'est vraiment, vraiment, vraiment super intéressant pour eux. Limite, on se posait des questions sur le banc parce que dans un modèle très héliocentrique, c'est souvent quelque chose qui peut pêcher parce que en fait, tu changes de façon de jouer quasiment d'un seul coup. Mais en vrai, là, avec la qualité des joueurs qu'ils ont, face à ce que leur banc va affronter, je pense qu'ils vont ouvrir des bancs très forts et que ça leur permettra de gratter pas mal de matchs. Moi, je vous avoue que je veux bien vous donner la réponse dans un mois, parce qu'en fait, quand on regarde leur début de calendrier, leurs 5-6 premiers matchs, ça va. Après, ils nous font à Brooklyn, ils reçoivent le Jazz, ensuite ils se déplacent à l'Ouest, Suns, Warriors, Jazz, Nuggets, ils reçoivent les Bucks. Bon, il y a la petite trêve Orlando, et puis il y a Boston. Donc, tu as 7 matchs compliqués, 6 ou 7 matchs compliqués dès le début. Et si tu pars bien là, on sait qu'avec une jeune équipe, tu peux te lancer. Donc, je veux bien vous répondre dans un mois. Moi j'ai une question subsidiaire par rapport à ça. Être troisième à l'Est, c'est combien de victoires à votre avis? Il flirte avec les 50. 48, ouais, j'aurais dit. Ouais, moi je dis ce sera moins de 50. Je sais pas, j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit gap et que ce sera moins de 50. Et du coup, ça peut passer, hein, et tu peux paumer des trucs avec 50 victoires. Après, se méfier toujours, on en parle parfois de ce journaliste, enfin Ben Taylor qui fait une chaîne très connue sur YouTube, explique toujours que chaque saison, il y a une équipe qui perfore complètement les prévisions de pré-saison.
Donc on pourrait imaginer qu'une équipe les perd fort et finisse dans ce troisième strapontin. Ça pourrait être, je sais pas, Indiana, etc. Il y a toujours une équipe qu'on voit pas du tout venir qui explose. Je vois Madiane qui fronce. Je vais faire écouter à Madiane les bandes sur les Knicks à la même période de l'année. Donc il y a toujours une équipe qui perd fort. Donc ça Ouais. pourrait être l'équipe qui finit troisième de cette conf Est. Dernière question sur les Hawks par rapport au développement des jeunes joueurs par rapport à la compétitivité, parce que là on parle d'une équipe qui peut espérer finir troisième à l'Est. Ça veut dire potentiellement espérer une demi-finale de conf, voire rêver d'une finale de conf. Alan, comment tu jongles entre le développement de tes jeunes joueurs, la question du contrat aussi, parce qu'il y a certains qu'il va falloir prolonger, et les impératifs de résultats. Ouais, l'argent a déjà été donné à des joueurs en plus. Collins, Trae Young, Huerter a été payé en début de semaine. Et ce que je trouvais intéressant en fait, c'est que est-ce qu'aujourd'hui Onyeka Okongwu est un meilleur joueur que Gorgui Dieng? Je sais pas. Si ça peut être, je pense qu'il a beaucoup plus de potentiel, mais c'est un mec qui sont drafté 6e choix il y a un an, mais ils vont toujours vouloir être compétitifs, donc quel choix va être fait? Pareil pour Cam Reddish, c'est un joueur qui a des flashs, je trouve, incroyables. Et la continuité, la répétition, ça a toujours été un petit peu son problème depuis longtemps d'ailleurs. Le souci, c'est qu'ils ont pris un mec comme Timothée Leou-Cabarro. Ils ont la capacité, je pense, à jouer petit aussi, avec potentiellement Lou Will, Huerter, Bogdanovic, ou Trae Young, Huerter, Bogdanovic avec un Hunter en 4. C'est la possibilité de faire des line-up à 3 petits. Donc, quid de Reddish là-dedans? En fait, là, j'attends de voir l'allocation des minutes qui va être donnée à Reddish et au Okongwu, parce que c'est 2 top 10 de draft dans une équipe qui a des ambitions. Trae Young veut aller en finale NBA, je pense. Enfin, veut aller en finale de conf. On connaît les sportifs ont souvent une grande confiance en eux. Ils se sont vus être à 2 matchs des finales NBA quand même contre l'équipe qui gagne en finale. J'attends de voir comment ça va être un petit peu jaugé par Macmillan, qui pour moi fait un sans faute depuis qu'il est là. Comment il va faire avec Okongwu et Reddish en fait. Voilà. Très bien. Quelque chose à rajouter, Madiane? En fait, c'est très bizarre comme configuration parce que finalement, c'est une équipe qui, du coup, a trouvé sa base centrale et qui, au lieu de compléter des role-players vétérans, a des pics enfin, a des prospects en fait, en joueurs de complément. C'est super bizarre en fait. Et en plus, ils ont déjà des vétérans, Bogdanovic, Gallinari, qui sont là pour jouer ces rôles-là. Donc en fait, ils ont les deux. C'est pour ça qu'ils sont aussi profonds. C'est qu'ils ont à la fois des joueurs qu'ils ont signés, des vieux briscards de la ligue, et en plus des types qu'ils ont draftés. Moi, je pense qu'il y a moyen que ça parte de l'effectif à un moment ou à un autre, surtout s'ils affichent des ambitions. Parce qu'en fait, j'ai pas l'impression qu'ils vont réussir à trouver leur place, et que si tu veux gagner, tu vas plutôt te tourner vers des joueurs plus confirmés. Ça peut être un roster à trade. Franchement, Ouais. ça peut être un vrai roster à trade. Il y a de la valeur. Ça Il y a de la pue le valeur. trade dans 18 Il y a mois. encore eu un mec drafté top Mais 20 même là, avant, fort même potentiel. avant. Ils ont toujours drafté des mecs à fort potentiel en plus. Donc il y a le biais de jeunesse et du potentiel qu'ils peuvent vendre à des équipes. Donc ils ont beaucoup drafté au premier tour ces derniers temps. Donc il y a plein de petits joueurs comme ça. La valeur d'échange qu'ils ont avec leurs assets est très supérieure à la valeur terrain qu'ils en tireront. C'est ça, c'est toujours ça les prospects. Ce que tu as sur le terrain n'est pas ce que tu pourras obtenir dans le cas d'un trade. Et donc, ça te pousse tellement à échanger ce type de scénario que j'ai du mal à les voir rester même après la trade deadline. Parce que si tu les trades maintenant, l'équipe qui va les recevoir voudra les avoir 6 mois pour savoir s'ils les prolongent. Parce qu'il y en a certains où la deadline pour les signer, c'est à la rentrée prochaine. Après, jurisprudence Wendell Carter, tu vois. Ouais, mais. On a. Enfin, à voir si tu as eu peu d'infos ou moins d'infos sur le joueur, pourquoi pas tenter le risque après. Mais en tout cas, on en a fini avec les Hawks et on va enchaîner par les Celtics. Je vous promets, cette question vient de moi. Les questions étaient préparées il y a 2-3 semaines. Elle n'est pas du tout liée au premier match qu'a réalisé Jaylen Brown. Ma question, c'est Jaylen Brown peut-il être All-NBA? Alan, c'est les Celtics, je te donne la parole. Alors, j'ai beaucoup de mal à cette question parce qu'en fait, ça dépend. Est-ce qu'on le prend comme guard ou forward? Et
déjà dans les deux cas, on va pas se mentir, s'il est au NBA, c'est incroyable parce que la profondeur sur les postes est top. Jaylen Brown n'a jamais été, je pense, susceptible d'entrer dans mon DH20, mais pour moi, c'est un des 20, il est dans le top 25, quoi. Il s'en rapproche, la progression est linéaire, on en a tous déjà parlé, c'est, c'est impressionnant. Bon, le match des Knicks, j'en parle pas parce que le niveau de shot making était complètement irréel. Enfin, ce qu'il a fait, c'était assez ouf. Mais être All NBA, ça voudrait dire, alors, sur les guards, ça voudrait dire, alors Kyrie est pas là, ça peut être peut-être bien, mais ça veut dire passer devant Luka, James Harden, Damian Lillard, Stephen Curry. Souvent ces quatre-là, ils sont un peu dans les deux premiers, puis après, ça veut dire que Ja Morant fait aussi un énorme début de saison, Devin Booker, Chris Paul, il y a, je sais pas, Darren Fox, Donovan Mitchell, il y en a plein, il y en a énormément, il y en a trop. Trae Young, il y en a énormément. Trae Young a peut-être beaucoup plus de chances d'être au NBA que Jaylen Brown, selon le poste, selon la saison, réussite collective. Et après, les forwards, alors Kawhi n'est pas là. Kawhi, Kyrie ne sont pas là. C'est deux gros candidats qui peuvent être des remparts à Jaylen Brown, mais LeBron, KD, Paul George, même Tatum, hein, c'est pas parce que le match s'est déroulé contre Enix de cette façon que d'un coup c'est l'équipe à Brown, comme j'ai pu lire, ou des choses comme ça. Il y a des personnes qui analysent comme ça le basket au bout d'un match. Bah oui, mais les hot takes sont faciles en début de saison, mais donc je pense que ça sera compliqué, mais ça veut pas dire qu'il va encore pas passer un cap et qu'il peut. Ça peut-être, c'est illustre sûrement peut-être l'ultra profondeur en qualité qu'on a actuellement. Ça sous-entend, tu es très corporate, Alan, c'est très bien, qui peut ne pas être All NBA, mais rentrer dans un DH20. Ça, c'était une de mes hot takes que j'ai pas dite en fait. Bref, pour moi, Jaylen Brown, c'est un des mecs qui va pousser fort dans le DH20 à la fin de la saison. T'en penses quoi, Madiane? Ça me ferait plaisir, ça veut dire que je suis bien. Ça veut dire que collectivement, on va bien. Ouais, quand t'en as deux, t'es bon. Et Madiane, Jaylen Brown au NBA, et ensuite je te lancerai sur Robert Williams. On a un petit pari de Tom sur les minutes jouées. Alors sur Jaylen Brown, je l'avais scouté il y a 2 ans. Maintenant, ça fait déjà 2 ans. Et ce que j'avais noté, en fait, au fur et à mesure, c'est qu'en fait, il progresse tout le temps, mais dans tous ses compartiments du jeu. C'est ça qui est super impressionnant. C'est que moi, je disais, c'est typiquement dos au panier. Il flashait vers le panier, il arrivait à faire des moves. Il a rajouté plein de nouveaux outils à cet arsenal et même même de la passe en fait. Et tu vois qu'en fait chaque année, tu le revois et tu dis. Mais il a rajouté un truc là, il shoot mieux depuis cet endroit-là. Maintenant, il peut faire des jump shots. Alors il a eu des événements malheureux hier malgré son énorme perf. En vrai, moi je pense que il a tellement une progression linéaire que on pourrait être étonné. Mais s'il n'y a pas un truc très étonnant de sa part qui le fait discuter fort, c'est bouché. C'est clairement bouché au niveau. Enfin, il y a trop de monde. Hein. Enfin, être au NBA, c'est hormis des fois sur certains postes de pivot, des fois on a eu des trucs un peu DeAndre Jordan. Un peu bizarre. Hormis là, sur tous les autres postes, que ce soit guard ou forward, c'est tout le temps bouché. T'as tout le temps des monstres qui pullulent dans le DH20. C'est justement, il n'y a que le poste de pivot où tu peux en arracher un sans être forcément dans le DH20. C'est dire. Donc, à mes yeux, il ne peut que grosse perte, mais en tout cas, moi, je ne suis pas surpris s'il progresse cette année et si je le vois faire encore plus de choses et si finalement Boston se retrouve avec un deuxième joueur qui rentre dans le DH20 à la fin de la saison. Et le petit pari Robert Williams. Robert Williams a joué plus de 30 minutes dans un seul match depuis qu'il est en NBA. 20 matchs. Si vous devez parier sur plus ou moins 20 matchs, vous pariez sur plus de 20 matchs, Alan me fait le signe. Alors là, on est clairement sur le mec qui va mettre son PEL sur le plus. Alors, du coup, est-ce qu'on met sur plus ou moins? J'ai l'impression plus, Alan. Je suis d'accord aussi, au vu du... On en parlait en off du premier match, et globalement... jouer 45 minutes hier. Ouais, donc c'est un bon indicateur. Quoi. Les gens diront prolongation, oui, mais il a quand même été capable de rester 45 minutes sur le terrain.
Ce qui est une grosse perf pour un intérieur. Exactement. Donc on est tous d'accord, on prend le over, Oui. on met. Oui. Et en plus, extension, il mise sur lui. Enfin, Il sans est vraiment, l'extension, on aurait pu en douter. Et là, en le il est vraiment prolongeant, incroyable. Enfin, c'est pour eux. Hein. défensivement, le dernier carton qu'il fait en indiv sur Randle, enfin, il avait été mis sur Randle et assez incroyable, je trouve. Il a des capacités assez ouf. Faut qu'il joue plus de 30 minutes. Moi, j'adore vraiment ce joueur. Enfin, les gens qui nous écoutent peuvent comprendre le type de joueur que j'aime et ils rentrent complètement dans ce moule. Là, ça va être un peu plus compliqué niveau joueurs qu'on apprécie. On va partir du côté des Cavaliers. On vous l'avait dit, il y a une équipe qui est un peu plus en difficulté par rapport aux autres dans cette preview. Ce sont les Cavs. Et on va d'abord se demander comment se débrouiller avec l'embouteillage à l'intérieur. Parce que c'est vrai, les Cavs ont décidé beaucoup de miser sur les intérieurs. On a toujours Kevin Love qui est encore là. On a eu la draft d'Evan Mobley. Jarrett Allen a été prolongé grassement. Et il y a eu le trade pour Lauri Markkanen. Madiane, je te vois réfléchir. Je te vois vraiment, ça fume. Comment on se débrouille Alors, du côté des Cavs? moi je pense que déjà, faut virer tous ceux qui prennent les décisions basket dans la franchise ces derniers temps. Non mais honnêtement, enfin, je pense que si tu me mets proprio, est-ce que vous les gardez? Vous devenez proprio demain des Cavs, vous les gardez? Honnêtement, vous regardez l'effectif et vous dites, ouais, super reconstruction les gars, on continue. Non mais honnêtement, la prolongation de Jarrett Allen, moi ça m'a. Non, enfin déjà il faut libérer Kevin Love. Le gars il a pas envie d'être là, mais avec son salaire à qui tu vas le balancer, enfin pour moi faut juste le libérer. À la limite, tu peux jouer avec Allen Markkanen, mais ouah, la construction d'effectifs qu'ils ont, elle est, elle est scandaleuse. Enfin, c'est scandaleux ce qu'ils ont fait avec les choix qu'ils avaient, etc. Enfin, ils vont rester nuls comme ça pendant combien de saisons? Non mais, non mais vous rigolez. J'aurais pas dû lancer. Non mais vous rigolez. Non mais c'est c'est dramatique, c'est dramatique. C'est quoi le projet? Le projet, c'est Colin Sexton ou c'est Darius Garland aux arrières? Ils ont pris Lauri Markkanen, ok, mais en fait, ils vont en faire quoi? C'est quoi l'idée avec Lauri Markkanen, avec en plus le prix qu'ils vont payer? Enfin, moi, je trouve que ça n'a ni queue ni tête. Je comprends pas ce qu'ils font. Je vois pas le projet. Est-ce qu'il y en a pas un de trop? Ah, mais pour moi déjà. Parce que là, en gros, il y en a 4 qui se dégagent. Tu peux te dire qu'à 3, ça va. À 3, ça va, mais là, il y en a un Ouais, de mais il trop. faut que tu réussisses à te débarrasser de Kevin Love. Bah, du coup, si t'en as un à sortir de l'équation, c'est Kevin Love. Mais du coup, tu fais comment? 2 ans de salaire à plein tarif. Il y a personne qui en veut. C'est même Tu pas buy pour une out. équipe. Quoi. Ouais, tu vas buy out. Et, Mais attends, mais Love a déjà dit qu'il voulait pas. T'as Bah non. 2 Il voulait saisons. pas. Il va rien laisser sur la table, Kevin Love. Ouais, Il en a rien à il foutre. veut Il pas a laisser déjà sa l'argent bague. sur Hein. la table. Kevin Love, il a sa bague et il veut son salaire. Mm. C'est ça. Si encore c'était un vétéran qui avait été All-Star, etc., et qui était à la recherche de sa bague, il aurait peut-être pu laisser un peu d'argent. Black Griffin. Ouais, ben non, du coup, Mm. lui, il a sa bague et en plus, il a gagné avec eux. Donc, t'inquiète pas qu'il va pas leur laisser $1. Donc, c'est une mauvaise opération. Et la prolongation de Jarrett Allen, c'est indescriptible. Alan, sauve-moi. Ouais, Dis-moi un truc positif. Ah ouais, Bah, ils ont fait quoi de bien, Alan? moi, je trouvais ça intéressant parce que Kevin Love pour moi est pas dans l'équation en fait, vraiment pas. Oui, il Et faut pas le mettre. je trouvais ça bien sur 48 minutes de jeu intérieur d'avoir tout le temps sur le terrain 2 des 3, Mobley, Markkanen, Allen, parce que Markkanen est un shooter, Mobley peut s'écarter, les profils semblent complémentaires. Le problème c'est que JB Bickerstaff il a starté les 3 en même temps contre Memphis, donc ça j'ai vraiment pas compris. Alors, c'est vraiment surutiliser la polyvalence de Evan Mobley. Le mec a 19 ans, on lui demande déjà de faire des trucs, enfin, c'est pas normal. Enfin, c'est vraiment un super prospect. Enfin, il était pas là où il a été drafté pour rien. Mais j'ai pas envie qu'on lui demande non plus de driver depuis la ligne des 3 points. J'ai pas envie qu'on lui demande. J'ai envie qu'il a mis des paniers incroyables. Hein, si on va l'avoir contre Memphis dans son premier match, mais
franchement, c'est pas la meilleure maximisation. Mais moi, je trouve ça toujours bien d'avoir les trois dans ton effectif qui se partagent les minutes. Parce que je pense qu'il peut y avoir complémentarité. Le souci, Oui. c'est faut pas qu'ils jouent ensemble, quoi. C'est pas, je comprends pas. J'aimerais qu'il explique son projet. Je le comprends pas. Est-ce que c'est pas lié à la deuxième question, les gars? La deuxième question, avec de petits arrières plutôt offensifs et de grands intérieurs plutôt défensifs, qui pour faire le lien? Est-ce que c'est pas un peu ça aussi la réponse? C'est qu'il y a pas ça manque peut-être de liant entre base arrière et front court. Et en Ils plus, font drafter Isaac Okoro. Essaye, enfin, ouais. t'as quoi à perdre? Et en plus, Isaac Okoro, de ce que j'avais compris, Alan, tu m'arrêteras si je me trompe, mais c'est plutôt un joueur qui était là, c'était un pari. C'était, on le prend, il n'est pas forcément du coup là pour directement produire, mais c'est un plan pour plusieurs années. Mais Ouais. ils en font rien, et moi je trouve ça dommage parce que tu vois, typiquement, moi j'ai en très haute estime Darius Garland. Je le trouve extrêmement intéressant. Il a eu du mal à s'adapter au jeu NBA, mais moi j'adore ce joueur. Moi je pense qu'en fait, typiquement, faut arrêter de demander la terre entière pour Sexton. Ça aussi. Je pense qu'en fait, il y a la réponse dans ta question, Madiane. C'est-à-dire pourquoi on se presse autant avec Okoro, c'est qu'en fait, ça fait 4 ans qu'on a démarré cette reconstruction du côté des Cavs, et il est où le précieux en fait? C'est qui le précieux de la Ah, on l'a reconstruction? pas. On n'a pas. C'est peut-être Mobley, parce qu'en fait, ils peuvent pas dire que c'est le précieux, parce que Il vient d'arriver. Voilà. Ouais. Donc, tu vois, il y a peut-être cette question de, on est obligé peut-être de rusher parce qu'on n'a pas au bout de 4 ans de reconstruction, tu es en droit et de te dire en tant que front office et à ta fanbase, on a le joueur sur lequel on va baser notre prochaine bonne équipe. Je suis même pas sûr de ça de leur côté. Ouais, mais du coup, si t'es pas sûr de ça, pourquoi tu gardes Sexton? Je sais que c'est pas le cas. Si on part du principe qu'ils savent que c'est pas le cas, pourquoi est-ce qu'ils demandent apparemment qu'ils demandent des choses assez lunaires pour l'envoyer ailleurs? Parce que c'est se désavouer et Ouais. les front office. Puis c'est les reports qui sortent, on n'est pas dedans non plus, on sait pas. Peut-être qu'ils attendent, ils pensent qu'ils pourront matcher quelque chose qui sera peut-être pas si exorbitant que ça, parce qu'ils peuvent compter sur lui. Mais la question elle est bonne parce que ce qui fait défaut à cette équipe-là aussi, c'est qu'un mec comme Cedi Osman, sur lequel ils avaient investi, ou d'autres joueurs, un peu voilà, dans ces combos 3-4, sont plus là, comme Larry Nance, ou sont pas bons, ou pas à un niveau comme Osman. Donc ça force un petit peu ce déséquilibre. Et ils veulent jouer sur le déséquilibre, mais ils sont peut-être un peu obligés. Mais juste, même si tu es déséquilibré, tu peux pas starter 3 mecs à 2-10, je pense. C'est pas viable. Même si Markkanen a fait du spot-up à 3 points, mais je pense que ce serait peut-être mieux d'avoir Markkanen en 4 qui joue du pick and pop avec un mec comme Garland. Mobley et Markkanen peuvent jouer du pick and pop, mais si tu as les deux sur le terrain avec Allen, il n'y a pas de pick and pop. Hein. Donc je trouve que c'est se limiter un petit peu. C'est sûrement un bien meilleur coach que moi, mais je comprends pas trop. Et surtout, je pense que le développement des mecs va peut-être en être impacté. Après, pour clore peut-être ce débat Cleveland, le développement des joueurs, quand tu es passé d'une équipe de vétérans qui avait ces ambitions-là, version LeBron James, tu as fait table rase, politique de la terre brûlée, les Sexton, etc., ils ont toujours joué dans une équipe jeune, déconstruite, sans vraiment d'ambition. Donc on en parle assez souvent de ça, c'est peut-être pas parfois le meilleur terreau pour un peu développer les joueurs. Il y a quand même beaucoup trop de choix douteux. Le choix du coach était extrêmement douteux il y a 2 saisons. Enfin, il y a quand même des choses qui je crois que Tom était content de plus trop le voir près de Memphis, hein, personnellement, je crois. Non, mais moi, ce qui me frappe, c'est vraiment, enfin, tu t'es greffé. Pourquoi pas récupérer un joueur? Enfin, ils avaient le coup dans les trades, ils s'infiltraient à s'infiltrer en troisième équipe et de discuter. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant quand tu es en train de te développer, de toujours discuter, parce qu'il y a toujours moyen de gratter des choses qui vont arranger tout le monde, et toi, tu récupères un prospect ou quelque chose. Il récupère Jarrett Allen. Moi, je l'ai toujours trouvé meilleur que DeAndre Jordan quand on avait les deux ensemble. Moi, je me disais, il n'y a pas photo. C'est Jarrett Allen qu'il faut garder. Bon, l'autre était pote avec les deux zigotos, donc il avait plus de chances de rester. Mais derrière,
contre qui tu te battais pour filer un contrat aussi énorme sur autant de saisons? Contre qui tu te battais? C'est ça que je Ça, on le trouve saura compliqué. jamais. Ça, on le saura pas. Hein. Après, Il y a on se personne. bat, les gars, contre le chrono. Oui. Et on est beaucoup trop lent sur les cases. Donc, voilà. Donc, on enchaîne et on va enchaîner avec les Bulls. Alors, les Bulls, les fans des Bulls pourront nous pardonner. On a déjà fait une émission complète. C'est la dernière équipe qu'on a disséquée avec Adrien, notre fan des Bulls, qu'on salue, il y a quelques semaines. Donc, on va peut-être aller un petit peu plus rapidement. Pour lui faire honneur, les 2 questions sur les Bulls ont été posées par Adrien. La première, malgré la belle intersaison, combien de places ces Bulls peuvent-ils vraiment gratter à l'Est mieux qu'un top 8? Je pense oui. Perso, je pense qu'ils peuvent gratter. Ils sont dans ce ventre mou à l'Est. Si ça tourne comme ça doit tourner, effectivement, ils ont vraiment le matériel pour s'épargner un play-in. Je pense que même ça doit être leur objectif dans leur tête de dire l'objectif c'est de s'épargner le play-in. Et c'est possible. C'est possible dans une configuration à l'Est où je trouve qu'ils sont beaucoup plus forts entre guillemets qu'une équipe qui a fini avec l'avantage du terrain l'an dernier. Donc moi, je suis pas rassuré par la profondeur de cet effectif. Oui, la profondeur, oui, mais C'est ce que je disais hier soir, Adrien en parlant. J'ai pas vu le match contre Détroit parce qu'il n'y avait pas Cade, donc j'avais pas regardé un Bulls Pistons. Mais je suis pas rassuré par le banc de cette équipe en fait. Ah oui, il n'y avait pas Kobe White, mais je liste les joueurs qui sortent du banc. Tony Bradley, Troy Brown, Alex Caruso, Tyler Cook, Ayo Dosunmu, Javonte Green, Alize Johnson, Derrick Jones. Ah, c'est chaud. Je pense que ce sont de très bons candidats à du buyout. Mais vraiment, parce que il va falloir un petit peu. Alors le 5 est avec son top heavy, pas autant que Miami, mais le 5 est bon, franchement. Mais sur une saison régulière, je pense que franchement, des équipes comme Boston, Indiana, Atlanta seraient devant. Hein, donc moi, je pense que tu peux exploiter en fait finalement un des joueurs de ton 5 pour jouer plus longtemps avec ton banc. En fait, tu vas jamais faire des rotations 5-5. Oui, soit Lavine, soit DeRozan, quoi. Et surtout DeRozan. Moi, je pense que DeRozan a exactement le bon profil parce qu'on a vu qu'il avait beaucoup progressé sur le playmaking et je pense qu'il peut faire tourner le banc. Il faut des shooters à côté alors. Il faut des shooters. Hein. Ouais, c'est ça qui est un peu compliqué. Mais je pense clairement qu'un DeRozan sur des bancs, tu le fais sortir plus tôt, tu le fais revenir avec le banc. Je pense que ça peut être typiquement une formule à adopter et qui leur permettra de tenir. Moi, je pense qu'ils sont tellement larges en fait sur leur 5 de départ que il va falloir trouver la bonne combinaison de rotation. Et moi, je miserais sur un DeRozan qui passerait plus de temps avec le banc. C'est ce qu'on avait parlé un peu de cette dimension-là pendant l'épisode consacré aux Bulls. Il manque de two-way players, il manque de joueurs capables d'impacter en attaque et en défense. C'est cher, ça. Là où, même à un niveau, c'est-à-dire que là, il y a soit la jauge, soit elle est à fond vers l'attaque, soit à fond vers la défense. Il y a très peu de joueurs un peu équilibrés, même nuancés. Et du coup, la deuxième question d'Adrien, la pénurie à l'intérieur, notamment en protection de cercle, sera-t-elle préjudiciable pour l'ambition des Bulls sur une saison régulière? Peut-être. On parlera surtout de ça en play-off ou play-in. Ça dépend où ils seront, je pense. Oui, parce que il n'y a pas de backup pivot dans cette équipe. Il n'y a pas de. Donc oui, c'est assez problématique. Tu mets Daniel Gafford à cette équipe-là, je t'en parle autrement, vraiment. Alors après, ils se sont mis dans ce deal avec Washington. Je crois que c'était pour récupérer Tice aussi. Il y avait cette chose, mais Tice n'a pas été conservé. Il manque ça, ouais. Il manque ce truc-là. En saison régulière, à l'Est, si t'as DeRozan et que t'arrives à trouver une ou deux formules avec des shooters à côté, offensivement, ça va le faire, mais ça peut vraiment. Ils sont candidats à un buyout sur un pivot, je pense vraiment. Qui sont toujours remplis de succès. C'est vraiment toujours des très, 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 très bonnes affaires. Tu vois, regarde, Derek Favors coupé par OKC peut finir là-bas.
Bon, après, est-ce que c'est, je rappelle, la seule saison de Favors en dehors de Utah, c'était Ouais, pas incroyable. c'est vrai. Donc méfions-nous. Mais là, c'est Méfions-nous de Favors. Là, c'est Marco Simonovic. Hein. Je pense pas que tu connaisses Ouais. Marco Simonovic. Mais en vrai, J'ai pas fait, j'ai pas fait mais le faut scout. faire Ouais. gaffe, hein. Utah, c'est quand même un microcosme bizarre parce que même Whiteside, je l'ai trouvé pas mauvais hier, j'ai pas compris. Méfions-nous. En tout cas, du coup, on a un peu accéléré sur les Bulls, mais on vous invite à aller réécouter le podcast spécial Bulls, parce que rien n'a vraiment changé depuis ce moment-là. Et puis, on va terminer avec deux gros morceaux. D'abord, les champions en titre, les Bucks. 3 MVP en 4 ans s'ils gagnent le prochain. On parle de Giannis, bien évidemment. Seuls Bird, Magic et LeBron l'ont fait depuis 1980. Est-ce que du coup, Giannis est disqualifié d'office à cause du poids historique de cet exploit, hein, d'avoir 3 MVP de saison régulière en 4 ans? C'est une question de Tom. J'ai envie de vous griller la priorité. J'aime bien parler du MVP. Je vais dire non, parce que il y a quelques années, je m'attachais beaucoup à ces considérations-là et j'ai l'impression que maintenant, les votants votent pour le mec qui, selon eux, le mérite et considèrent de moins en moins l'histoire. Pour moi, c'était impossible de voir un doublé défenseur de l'année MVP. Il a été donné. Donc, je pense que si on se base uniquement sur est-ce qu'il est disqualifié d'office, non. Il peut avoir le MVP, Giannis, je pense. Et pour moi, je vais compléter là-dessus, rien que par le fait qu'on n'en a même pas parlé, alors que, enfin, encore comme d'hab, ses stats, c'est n'importe quoi. Et sa saison, c'est n'importe quoi. Vraiment, l'an dernier, on en a parlé. Le débat, c'était Jokic Embiid. Giannis, il y avait même LeBron avant qu'il se blesse. Giannis, il fait une saison, c'est une vraie saison. C'est pas la petite saison. Et moi, je pense que comme il l'a pas eu, qu'il a même pas été dans la conversation l'an dernier, il se peut qu'il revienne fort là cette année, parce que j'ai quand même la sensation que les Bucks peuvent avoir un très très bon bilan, et que le bilan, ça va forcément jouer, qu'il va noircir très fortement la feuille. Et en fait, j'ai du mal à voir émerger une grosse puissance à l'ouest avec un énorme bilan supérieur à celui que les Bucks pourraient avoir. J'ai pas l'impression que les Nets auront un meilleur bilan qu'eux pour d'autres raisons. Et du coup, face à cette double possibilité, à mes yeux, ça peut être le MVP de la saison, et plus qu'on ne le pense. Juste, je rectifie, c'est Tony Bradel, backup pivot. Les fans des Bulls ont été énervés. Excusez-moi. Ah oui, en plus, tu l'avais cité. Oui, ouais. je l'avais cité. On enregistre très tard. On enregistre jamais Moi, c'est aussi mon tard. favori, Giannis, pour l'MVP. Ouais. Parce qu'il va il va faire du 32, 14, et ça va être une machine de saison régulière. On va avoir un des trois meilleurs bilans de la ligue, et après, il faudra discuter entre qui a le meilleur impact, et lui, il influe des deux côtés du terrain, et je pense que oui, il peut clairement l'y être. Et l'histoire de narrative, si on a un mec qui domine autant et qui est tout en haut, je pense qu'elle sera un petit peu annihilée. Donc moi, je pense que il est vraiment dans les gros favoris pour être MVP. Pour moi, les seules disqualifications d'office qui peuvent exister, c'est du quasi hors basket. C'est ce qui s'est passé dans un trade ou une chose comme ça. Ça peut disqualifier, mais sur du terrain de l'histoire maintenant. Harden l'an dernier aurait jamais pu être MVP, par exemple. Par exemple, ouais. Pour moi, c'est impossible. Alors, on ne saura jamais, mais pour moi, Kevin Durant, première année aux Warriors, ne pouvait pas être MVP. Enfin, genre, bref, au niveau de tout. LeBron 2011 ne pouvait pas être MVP. Exactement, le récit autour. C'est peut-être pour ça qu'on a eu le plus jeune MVP de l'histoire, mais ça, je laisse Adrien se scandaliser de cette petite phrase. Et du coup, ma question de Bibi, inquiétude défensive, point d'interrogation. Moi, j'ai l'impression, les gars, je vais étayer un peu la question, il y a de plus en plus de shooters, il y a de moins en moins de défenseurs du côté des Bucks. Ça m'inquiète un peu. J'avais été critique avec l'arrivée d'un PJ Tucker. Il a été, je dois m'avouer vaincu. Il a quand même, alors c'était loin d'être parfait offensivement, c'était limite, mais défensivement, il était meilleur. L'énergie qu'il a apportée sur les rebonds a été décisive à certains moments. Exactement. Enfin, il a eu vraiment un vrai impact. Est-ce que ça vous inquiète aussi? Là, on est plus, vous le comprenez, dans la considération
de playoff deuxième tour, à partir de deuxième tour, quoi. Ouais, c'est en gros la question sous-jacente, c'est est-ce que Grayson Allen, George Hill et un mec comme Jordan Nora qui joue plus peuvent jouer en playoff, quoi. Sans te... Ouais, et c'est surtout, est-ce qu'il y a un moment où, surtout sur, alors la ligne arrière, t'auras toujours Jrue Holiday qui fera un taf pas possible, mais quand tu vois, tu sors Jrue Holiday, tu t'en sors comment avec les mecs autour de Giannis? Bah, ils récupèrent DiVincenzo, qui était absent surtout la campagne de playoff, ça va aider. Pour remplacer Tucker, qui est pas remplaçable, ils ont signé Ojeleye. Alors lui, c'est pas d'attaque, hein. Je peux le dire, hein, je suis bien placé. C'est que de la défense et du corner. Mais je suis un peu d'accord avec toi. Je comprends moins le fait de reprendre un George Hill ou d'aller donner une extension à Grayson Allen, qui est un bon joueur, hein. Mais dans un setting playoff, avec déjà Jrue Holiday, du DiVincenzo, j'aurais peut-être fait un choix différent. Après, j'attends de voir comment ils font, parce que pour l'instant, ce front office couplé avec Bud font quand même des choses assez intelligentes. T'as oublié Thanasis. Ouais. Vas-y. Qui a joué Il y a 3 Grecs maintenant, parce qu'ils en ont drafté un autre. Non, et on me fera pas croire que choisir un Grec en 60 qui vient de la même agence que celle de Giannis, c'était pas un cadeau pour lui. Non, mais en tout cas, moi en fait, c'est ça qui me fait peur, et ce que j'allais vous compléter, c'est que moi j'ai peur qu'on demande trop de choses à Giannis en fait au bout du compte. C'est-à-dire que c'est un énorme défenseur d'aide pour tous ses coéquipiers, mais à un moment, le gars il gère aussi l'attaque, et je trouve que on fait vraiment tout reposer sur lui à certains moments, et que c'est peut-être pas T'as la Jrue bonne. Holiday quand même. Là, je roule l'idée, mais en fait, quand tu fais ses choix, tu sais qu'il va aider. Tu sais qu'il va aider quand Grayson Allen se fera déborder, parce qu'il se fera déborder. Tu sais qu'il viendra en aide. Ce sera pas Jrue, parce que Jrue, il sera sans doute pas là si Grayson Allen est sur le terrain. Et moi, ça m'embête un peu, c'est-à-dire qu'on lui donne cette charge en plus en playoff. Moi, je trouve que ça va peut-être être un peu trop. Donc, à voir comment ils font évoluer l'effectif, parce que y a quand même un Grayson Allen, ça peut se réenvoyer, peut-être. Madiane, il veut déjà le renvoyer dans le premier bus. La seule chose positive que je peux trouver à ça, personnellement, ils ont peut-être regardé le début de leur série qui fait beaucoup couler d'encre contre les Nets, et ils se sont peut-être dit, notre chance, c'est vraiment d'être très fort en attaque, également parce qu'on sait que défensivement, PJ Tucker qu'il est, contre Kevin Durant, voilà, c'est compliqué. Puis t'as Brook Lopez et Giannis qui t'ont sur quand même un bon niveau défensif. Exactement, qui vont protéger ta raquette, et t'es prêt à vivre avec peut-être des joueurs sur l'extérieur qui vont être un petit peu plus en délicatesse. Très bien. Alors là, on finit avec les 76ers. Moi, j'ai une question simple. On avait des questions sur cette équipe. On enregistre, vous l'avez compris avec ce qu'on a dit depuis le début, on enregistre le 21 octobre. Soir, Ben Simmons est encore un joueur de Philly. Question de ma personne, peut-on faire une preview sur cette équipe? Non. Les tweets de Shams là alors les tweets de Shams du mardi qui disent qu'il est, mais ce soir là on enregistre, où ils disent qu'il a des soucis mentaux et qu'il veut se faire un peu, non, pour moi il y a rien à, je pourrais faire une preview et une évaluation de Philly quand je saurai la contrepartie du deal de Simmons. Voilà, c'est tout. C'est terrible, hein. C'est terrible ce qui se passe, honnêtement pour eux, et je trouve que au moins on aura, j'espère que ça y est, enfin les front office comprendront, ça ne sert à rien, d'insister. À chaque fois ça part en cacahuète à la rentrée de la saison, entre le faux beat d'Arden l'an dernier, entre Jimmy Butler avec les troisième couteaux qui va tabasser les titulaires à l'entraînement, ça ne se passe jamais bien en fait. Le mec a décidé de partir, faut accepter, c'est une ligue de superstars. Quand ta star a demandé à partir, tu ne peux rien faire. Il y a pareil. Mais ça reste dur à accepter quand même. C'est dur à accepter, mais nous on est détachés, mais quand t'es fan de la franchise, je peux comprendre que ça soit dur à accepter. Quand t'es fan, quand t'as investi un premier
choix de draft, que tu lui as donné le contrat, que il s'est blessé, donc tu l'as quand même suivi pendant sa blessure et tout. Il y a de l'affectif. Ouais, Tu vois, c'est un mec comme Kyrie, Boston on l'avait prolongé et au bout de quelques mois, il fait son cirque. J'aurais été un peu tatillon, tu vois. Je comprends que là, déjà, je comprends que ça soit dur à accepter pour les fans parce que Ouais, c'est les aussi le fans, délire c'est du horrible pour eux. t'es sous contrat. Voilà, et puis, donc ne serait-ce qu'économiquement ça, mais quand t'es fan de Philly, je comprends que ce soit dur. Parce qu'ils ont toujours défendu Ben Simmons. Hein. Ouais. Les mecs du process et tout, ils ont toujours, je trouve, été dans le camp Ben Simmons. Et, Dans les premiers playoffs, ça parlait déjà des soucis de Ben Simmons. Hein. et Et ils ont honnêtement, toujours été là. il s'était fait exposer 2 fois de suite par Boston, de mémoire. Non, parce que contre Boston, la première année, il est exposé. Ouais. La deuxième fois qu'on les joue, il est blessé en fait. C'est dans la bulle. Ah, Mais c'est contre Toronto où ça se passe pas très bien par non, moment. mais voilà, enfin, je trouve que, voilà, de toute façon, voilà, on va pas faire un cas de Ben Simmons. Moi, c'est l'une de mes pires takes du podcast, le cas de Ben Simmons. Euh, ouais, T'inquiète, on en a tous. c'est mon premier pod. Tu battras pas les miennes de toute façon. C'est mon premier pod, la take Ben Simmons. Mais voilà, enfin, en tout cas, pour moi, ça y est, ça sert à rien. Là, il faut que qu'on retrouve l'apaisement. Et puis même, tu vas agacer. On voit bien l'attitude d'Ami, tu vas agacer tout le monde en le gardant. Ça sert à rien, c'est toxique. Mais ce qui est con, c'est qu'il a encore moins de valeur maintenant. Sur l'aspect mercantile. Mais du coup, par rapport à Simmons, juste un petit truc. Madiane, je suis d'accord sur les superstars, mais c'est un argument que donne souvent Adrien. Il y a un moment où là, on a baissé de gamme de joueurs. Tu vois, quand tu compares aux joueurs cités précédemment, Harden, qui est encore au-dessus d'un Butler, et là, en fait, on descend de plus en plus et on se demande jusqu'à où on va descendre. On avait fait un débat après l'arrivée de Kawhi du côté des Clippers l'été 2019. Du coup, sur le pouvoir des superstars, peut-être qu'il serait bon de réactualiser parce qu'on a l'impression encore une fois, on se situe, nous, philosophiquement, peut-être plus du côté des joueurs, mais c'est vrai que là, on descend de plus en plus parce que c'est un joueur que nous, on classe pas dans notre DH20 qui, quand même, arrive à forcer son destin, donc ça pose des questions. En fait, moi, je pense que là-dessus, c'est un joueur qui s'en fout et qui sait qu'il aura un contrat. En fait, c'est un joueur qui n'est pas en danger de sortir de perdre de la valeur contractuelle ou de sortir de la ligue au moment où il fait ça. Quand le joueur a ce pouvoir-là, il peut se permettre de faire ça. Si c'est un joueur qui sait qu'il perdra de l'argent sur la table ou qui prendra le risque tout simplement qu'on lui propose rien parce qu'il est trop chiant à gérer, là, il a beaucoup moins de pouvoir et donc il ne fait pas ce genre de choses. Pour moi, le pouvoir des joueurs réside dans sa capacité à convaincre d'autres franchises qu'il sera un bon pari malgré les défauts qu'il peut afficher. Bah alors si c'est ça, il y a un 15%, 20% de la ligue qui a un pouvoir démesuré. Et pour terminer, question de Gabin, un OCM qu'on salue. Doc Rivers est-il responsable de la demande de départ de Ben Simmons? Il faut savoir, je vais poser le débat parce que celui-là, il est intéressant. On ne peut pas tout révéler, mais quand il y a eu la série de tweets et le début de l'entraînement un peu lunaire du côté de Philly, on n'était pas d'accord chez nous. C'est malheureux parce qu'on ne représente pas vraiment les nuances de Dunk Hebdo ensemble parce que on avait d'un côté certains qui pensaient, qui voulaient quand même blâmer Joel Embiid et Doc Rivers un peu pour leur sortie. Et je pense qu'on est tous les trois un peu dans la même veine, qui essayent de les dédouaner vis-à-vis peut-être du comportement un peu de Simmons. Et globalement, on est tous d'accord par contre des deux côtés pour dire que les fautes sont partagées. Ça, c'est une certitude. Ouais, moi je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est intelligent, mais je pouvais un peu comprendre les propos d'Embiid. C'est ça, si je précise, c'était surtout au niveau des propos d'Embiid où en gros, il y avait une partie du site où on était en mode ça peut se comprendre et une autre qui disait il aurait dû mettre de l'eau dans son vin, vers le coéquipier, le leader, ça, ce qui est pas faux en plus, ce qui n'est pas faux, mais j'ai dit que déjà on doit pas une espèce d'idéalisation du leader en sport qui est extrêmement unique en fait, unidimensionnel, mais donc si tu n'es pas comme ça, t'es pas un bon leader ou des choses comme ça. Je pouvais comprendre la frustration de Joel Embiid. Alors il l'exprime, voilà, il a pas non, c'est compliqué. Doc Rivers c'est un peu différent parce que Doc Rivers il a à la fois, je pense qu'il a voulu à la fois après la série de playoffs piquer Ben Simmons
comme on pique une superstar dans le public pour toucher son ego, qui se remette à bosser. Et ensuite, il a défendu sur le reste de la période. Je le veux dans l'équipe, on compte sur lui. Dans d'autres sports, ça se fait. Il y a des coachs des fois qui mettent un peu sous le bus, comme on dit les expressions des joueurs, pour un petit peu essayer de les piquer. Sauf que Ben Simmons, mais on le sait depuis longtemps que c'est le type de caractère qui ne fonctionne pas tellement comme ça. Donc on peut lui en vouloir sur Rivers de peut-être pas avoir compris comment appréhender le psychisme de Simmons. Mais on peut pas trop lui en vouloir pour le reste pour moi. Je trouve que Rivers a quand même un taf très compliqué, hein, honnêtement. Il arrive là, en plus après une expérience plutôt malheureuse, juste avant. Il enchaîne et il se retrouve vraiment, enfin, c'est pas simple à gérer. Je pense que Joel Embiid est quand même un sacré bestiau. J'ai pas d'inside, mais à mon avis, c'est pas non plus la personne la plus facile avec laquelle vivre. Et ouais, je pense que peut-être que Ben Simmons a mal vécu son année, et que peut-être que on aurait pu agir pour le mieux. Au bout du compte, oui, c'est pas l'avis de tout le monde, mais au bout du compte, la Ben Simmons, je trouve, abuse un peu trop. C'est-à-dire que tu peux demander ton trade et peut-être être un peu plus respectueux, dire juste que tu veux partir, etc. Mais il y a l'affaire de je veux pas rencontrer mes coéquipiers qui étaient partis pour aller le voir quand même. Il leur a mis un stop. Là, l'entraînement. Il y a l'affaire du faux test Covid. Si ça c'est vrai. Si ça c'est vrai, c'est incroyable. Du match donc, 7. En gros, pour expliquer aux gens, il y aurait peut-être eu une tentative de éviter de jouer le match 7 contre Atlanta. Ça peut pas être vrai. Je peux pas. Je peux pas. Un sportif dans un tel moment, personne s'attendrait à ce qu'il perde. Ce serait terrible. On lui souhaite pas, mais c'est un peu triste. Les historiques du podcast Dunk Hebdo savent que Alan et moi, c'est un joueur qu'on kiffe vraiment. Ben Simmons, enfin moi, c'est un joueur qui, quand il est sur le terrain, c'est un des joueurs que je préfère voir jouer. Donc, s'il y a peut-être un peu de l'affectif, c'est triste de voir la situation actuelle. Après, je suis totalement d'accord avec vous, les gars. Doc Rivers, là où je veux pas totalement l'excuser, c'est comme tu l'as dit, Alan, il aurait dû savoir que Ben Simmons ne fonctionne pas comme ça. C'est pas le mec que tu mets sous le bus, que tu vas tacler en conférence de presse pour espérer avoir une espèce de réaction, comme peuvent faire d'autres. Tu vois, c'est là où je te rejoins aussi sur l'idéalisation du leader. LeBron James, époque Cavs, il met, et même début avec les Baby Lakers, il met des mecs sous le bus aussi. Et ça, c'est pas ce que je considérerais comme l'espèce de leader fantasmé. Pour moi, c'est le délire du Kobe qui trash talk tous ses coéquipiers et ça fait de ça un leader. Ça, tu vois, je pense que Ben Simmons, il est pas réceptif à ça. Tu vois. Non. Exactement. Très bien. Eh bien, on aura fait une preview des Sixers sans parler une seconde du terrain. Donc, la réponse était non. Ils ont gagné, ils sont à 1-0. Donc, on ne peut pas faire une preview sur cette équipe. On s'excuse. Quand la situation sera beaucoup plus claire, moins brouillonne, on en parlera. Ouais. Rassurez-vous, les fans des Sixers. Mais là, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait même pas quelles seront les contreparties, on part sur quel projet, etc. C'est vraiment fouillis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a terminé cette 4e partie. On a donc fini de parler de la conférence Est. On avait déjà fini de parler de la conférence Ouest. La prochaine fois, on se retrouvera pour 15 questions sur les trophées et la saison en général. Du coup, c'était un plaisir, Madiane. Alan, on répète que vous pouvez trouver le lien dans la description pour le League Pass, pour regarder les matchs NBA. Vous l'avez compris, dans toutes les langues. Il y a aussi de l'espagnol, du portugais pour ceux qui veulent vérifier. Et n'importe quand, surtout. N'importe quand. N'importe quand. Ça, c'est incroyable. Et il y a un essai de 7 jours. Vous pouvez passer par le lien Dunk Hebdo pour en profiter. Moi, justement, je vais aller profiter de mon League Pass parce que je n'ai pas vu le apparemment fantastique match entre les Knicks et les Celtics. Il faut donc que j'aille le voir rapidement. Désolé, Alan. Non, et du coup, nous, on va se retrouver très vite pour cette dernière partie des previews. C'était un plaisir. Suivez-nous sur Twitter également. On va essayer d'interagir avec vous, avec nos CM, mais aussi avec les Spaces dont j'ai parlé. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Tchuss. Salut.